Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un truc qui peut rapidement devenir un casse-tête, surtout quand c'est pas dépendant de notre volonté, et généralement ce n'est jamais dépendant de notre volonté, qui est comment on fait pour concilier finalement les restrictions alimentaires médicales avec l'alimentation intuitive. Parce que je sais que ça sonne finalement un peu comme un casse-tête quand on est confronté à ce genre de choses. Il y a notamment une de mes abonnées qui m'a demandé de répondre à cette fameuse question. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on va avoir d'un côté les médecins qui vont nous dire il faut éviter de manger tel aliment ou telle catégorie d'aliments, et de l'autre, on va avoir notre corps, notre cerveau qui va plus être en mode mais si, juste un petit peu s'il te plaît, ça me fait trop envie, j'en ai trop besoin. Personnellement, j'ai été confrontée à ce genre de situation avec ma maladie de Crohn. Même si on m'avait pas forcément donné de restrictions particulières, je savais à peu près ce sur quoi il fallait éventuellement faire attention. Et franchement, si t'as déjà eu des contraintes alimentaires pour des raisons médicales ou autres, par exemple comme dans le cas d'une grossesse, ce que je suis aussi en train de vivre actuellement, tu sais de quoi je parle. Ça peut vite, finalement, devenir un gros bazar entre ce que tu dois faire et ce que tu as envie ou besoin de faire. Et bien souvent, ça finit par des compulsions ou des craquages. Bref, une super ambiance à la maison. Et le problème, c'est que ça va avoir tendance à aggraver la situation. Du coup, aujourd'hui, on va prendre le temps de se poser et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut réussir à rester quand même à l'écoute avec une alimentation intuitive, tout en prenant soin de la santé et en faisant pas non plus n'importe quoi. Parce que oui, c'est possible, je te le promets. Le sujet t'intéresse? Alors du coup, reste avec moi, on voit ça juste après. Alors, déjà, pourquoi est-ce que c'est le gros bazar dans ce genre de situation? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué alors que on pourrait penser que finalement, il y a juste à appliquer et basta. Sauf que ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va te dire ça, c'est interdit ou ça, il vaut mieux limiter, ton cerveau, il va être en bug complet. C'est comme si finalement, tout d'un coup, le truc que tu es censé éviter, ça devenait le Graal ultime. Ton cerveau, il ne va vouloir qu'une chose, c'est manger l'aliment qu'on t'a interdit de manger. Je te donne un exemple, même si je me doute que tu vois très bien de quoi je parle. Imagine que ton médecin te dit que tu dois arrêter le chocolat parce que, je sais pas moi par exemple, tu fais du diabète gestationnel ou autre, et bizarrement, tu vas avoir envie de manger du chocolat tout le temps. Alors qu'avant, t'y pensais pas plus que ça finalement. C'est comme si ton cerveau il s'était mis en mode ah ouais, tu veux m'en priver? T'inquiète, tu vas en baver, ma cocotte. Et ça, c'est valable pour plein de trucs, plein de maladies différentes, plein de restrictions alimentaires différentes, peu importe la catégorie de l'aliment. Dès qu'il va y avoir une contrainte, très souvent, l'envie va exploser. Quand elle explose pas, finalement, on peut se dire que c'est un non-sujet, il n'y a pas de problématique. Mais là où ça va être problématique, c'est justement quand il va y avoir sur certains aliments des envies un peu trop obsessionnelles, alors que on serait bien content si c'était pas le cas. Et là, ça va devenir carrément l'enfer parce que plus on va s'interdire, plus on va avoir envie de manger. Ce qui veut dire qu'on va être frustré, on va culpabiliser en mangeant, et du coup, ça va amener à des craquages, des compulsions. Ça, c'est le trio un peu infernal des compulsions. Et tu me diras, pourquoi est-ce qu'on pète autant un câble avec ce genre de restrictions? Pourquoi on n'arrive pas à le mettre en place naturellement comme certaines personnes? Il y a certaines personnes qui sont très douées avec les restrictions et d'autres avec lesquelles ça va être un peu plus compliqué, notamment les personnes qui sont très sensibles, très intuitives, très sensibles en fait aux besoins de leur corps et à l'écoute de leur corps. Donc moi, de mon point de vue à moi, c'est plutôt une bonne nouvelle si jamais tu as tendance à vivre ce genre de choses. Ça veut dire que tu auras plus de facilité à écouter ton corps que les personnes qui sont purement dans la restriction et dans le contrôle. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients comme tu peux le voir. Dans notre cas, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il aime pas quand on lui impose des trucs. Et donc, vu qu'il aime pas ça, il y a une petite voix intérieure qui va vouloir se rebeller directement. Cette petite voix, moi je l'appelle la justicière. Elle va avoir pour rôle d'être notre héroïne et de faire respecter finalement nos besoins, les besoins de notre corps, nos envies. Ça, c'est un réflexe qui est humain. Et ça va se produire généralement pour différents thèmes de notre vie.
Mais plus tu vas vouloir contrôler, plus la justicière, elle va vouloir chercher à prendre de la place. Et ça, c'est un petit peu, tu vois, comme le côté ado qui veut faire exactement l'inverse que ce que tu lui dis. Et dans ce genre de situation, quand on a des fameuses restrictions médicales à mettre en place, il va y avoir 2 façons de réagir. La première, tu vas tout lâcher et tu vas faire l'autruche. On appelle ça le déni. Je connais bien moi aussi. Et dans ces moments-là, tu vas te dire genre: «Tant pis, je mange ce que je veux de toute façon, voilà, tant que je sais pas, tout va bien». On va partir du principe que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Typiquement, ça, cette réaction-là, je l'ai eue il y a quelques semaines. Vraiment, c'est très, très récent. Parce que j'ai une forte angoisse de faire du diabète gesta avec, la grossesse et du coup, ça fait remonter plein de peurs d'éventuelles compulsions, de retomber éventuellement dans des TCA. Parce qu'avant d'être enceinte, je sentais que vraiment c'était un sujet assez touchy et que mes pensées de restriction étaient assez présentes. Du coup, j'étais hyper vigilante sur ça et du coup, là, la grossesse réveille la peur d'avoir un diabète gesta, alors que je ne sais même pas, hein, si je vais avoir du diabète gesta. Mais ça me réveille cette peur-là et du coup, j'ai tendance à vouloir être dans le déni, faire l'autruche et les membres du programme Sérénité d'ailleurs, me voient, progresser dans ma réflexion et dans mon parcours à ce sujet. Au début, vraiment, j'étais, très réfractaire à l'idée de, faire un test pour, le diabète gesta parce que j'ai appris qu'aucun test n'était finalement obligatoire pendant la grossesse. Donc je me suis dit: «Je ne ferai pas le test pour le diabète gesta». Pas parce que j'ai pas envie de boire le produit, mais parce qu'en fait, je n'ai pas envie de savoir que je fais du diabète gesta. Toi, avec un regard extérieur, peut-être que tu me dirais que c'est totalement, aberrant finalement de penser comme ça et inconscient et j'entends totalement qu'on puisse penser ce genre de choses, mais à ce moment-là, en fait, ça répond juste à une de mes peurs et le déni a été la réponse de dire: «Je préfère être dans le déni, qu'on me foute la paix sur ça et qu'on voit». Bien entendu, on en reparlera juste après, hein, mais ma réflexion commence à évoluer un petit peu. Ensuite, la deuxième réaction qu'on va pouvoir avoir, quand on a ces fameuses restrictions médicales, c'est de se mettre en mode contrôle extrême. En mode t'analyses tout, tu pèses tout, tu comptes, jusqu'à devenir complètement obsédé par tout ce que tu manges. Ça, je l'ai vécu aussi, notamment cet été. Donc tu vois, tout s'est un petit peu tout s'est un petit peu, rejoint et enchaîné. En fait, cet été, on m'a appris que j'étais en train de faire une rechute de ma maladie de Crohn et franchement, je suis tombée des nues à ce moment-là. Je m'imaginais pas du tout que ça pouvait être le cas. Ça faisait 7 ans que ma maladie était stable, que je prenais en plus plus de traitements médicaux et donc là, ça a été vraiment, un coup de massue sur la tête, surtout qu'en plus, l'examen que j'ai fait à ce moment-là était censé me permettre, de commencer à enclencher le projet bébé. Donc ça chamboulait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Nouveau traitement, un traitement par piqûre alors que je déteste les piqûres, l'éventuel projet bébé qui allait devoir être reporté ou qui allait être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête et au niveau émotionnel. Et donc, à ce moment-là, j'ai senti mon cerveau qui était en train de passer en panique totale, mais cette fois-ci, le schéma inverse que ce qui s'est passé pour l'éventuel diabète gesta, c'est que j'ai commencé à me dire, mais en fait, ok, donc là, on m'a pas donné d'aliments sur lesquels je devais faire attention. Ma gastro-entérologue a été très sympa à chaque fois, elle ne m'a jamais dit ce que je devais éviter ou pas. Et là, je me suis dit, ok, là, je vais faire mes petites recherches et vraiment être hyper sérieuse pour que la maladie puisse se stabiliser très rapidement. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux changer? Et en fait, j'ai commencé à m'établir une liste de choses que je devais mettre en place dans mon quotidien pour m'aider. Ça a duré peut-être une bonne journée ou peut-être 2 jours grand maximum, jusqu'au moment où, forcément, je me suis dit que là, je m'étais peut-être un petit peu trop emballée sur le sujet et qu'il fallait ralentir un petit peu, quitte à mettre un ou 2 trucs en place si ça pouvait me rassurer, mais d'essayer de trouver un petit compromis. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai mis en place sur les 2-3 semaines qui ont suivi un ou 2 petits trucs qui, moi, me rassuraient, qui n'étaient pas non plus trop, finalement contraignants et dans l'obsession, alimentaire. Et après naturellement, finalement, les choses sont revenues, à la normale sans même que je m'en rende compte. J'ai retrouvé plus facilement une alimentation, intuitive
mais c'est vraiment pour dire que face à ce genre de situation, ben, voilà, on va avoir 2 solutions, 2 réactions différentes et que c'est normal. Faut juste après, ben, voilà, réussir à, s'en rendre compte. Et on est d'accord, bah, du coup, qu'aucun là de ces 2 scénarios n'est vraiment cool. Dans le premier cas, c'est tu vas culpabiliser à fond finalement et tu risques de faire plus de mal que de bien, à ton corps d'un point de vue santé. Et dans le second, bah, tu vas te créer une pression de dingue et là, ben, il y a de fort à parier que la compulsion va arriver à un moment ou à un autre. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver un équilibre dans ce contexte-là? Concrètement, la première étape, ça va être déjà de lâcher un peu la pression. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout les premiers jours, mais une fois que les premiers jours, les 2-3 premiers jours seront passés, essaye de relâcher un petit peu, tu auras déjà un peu plus de recul. C'est vrai que sur l'instant, ça va être un peu compliqué, mais après 2-3 jours, prends le temps d'y réfléchir et rappelle-toi que t'es pas un robot. D'accord? La perfection, ça n'existe pas. Tu auras beau chercher à faire tout parfait, à un moment donné, ça va péter. Donc, pars du principe que un vaut mieux que zéro. Une toute petite action qui te convient, qui est facilement, facile à mettre en place, vaut mieux que de mettre 10 000 actions en place. Ça va te demander énormément d'énergie et à un moment donné ou à un autre, tu vas finir par craquer parce que ce sera en plus pas aligné avec, tes valeurs et avec, les besoins de ton corps. Donc la première chose, moi, que je te conseille, c'est d'abord, avant de mettre n'importe quelle restriction alimentaire en place, c'est d'avoir un rapport apaisé avec la nourriture. C'est-à-dire qu'avant même de penser aux restrictions, demande-toi si ton rapport à la nourriture est apaisé. Parce que si tu es déjà en guerre avec ton assiette, ajouter des contraintes, ça va être comme un peu, tu vois, jeter de l'huile sur le feu. Donc prends le temps vraiment de faire la paix avec ce que tu manges, de te reconnecter à tes sensations alimentaires, d'apaiser les moments où tu compenses tes émotions avec la nourriture. En gros, de travailler sur les 3 facteurs qui généralement posent problème quand on vient me voir en consultation. Ça va déjà régler une bonne partie de tes problèmes de santé, juste en réglant ces problématiques-là en lien avec l'alimentation. Plus exactement avec ta manière de manger, plus que l'alimentation. J'avais d'ailleurs déjà fait un épisode dans lequel je t'expliquais un petit peu par où est-ce que je te conseillais de commencer si jamais tu devais tout revoir à zéro à ce niveau-là. Je te mettrai le lien de la vidéo dans la description. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de ne pas tomber dans le tout rien. C'est-à-dire évite de te dire cet aliment, ce truc, c'est interdit. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de créer une obsession et de redéclencher après le cercle vicieux dont tu es parti juste avant, dans le point d'avant. Donc à la place, pense plutôt je choisis de ne pas en manger pour le moment. Ou de te dire je vais plutôt trouver une alternative qui va me faire kiffer aussi. Parce que parfois, juste l'idée de te dire je peux, mais je choisis de ne pas le faire pour le moment, ça peut suffire à calmer temporairement justement cette envie, ce besoin. Après avoir, si l'envie revient très régulièrement, voir ce que tu peux faire pour trouver soit une alternative, soit un fameux compromis. Après, on est bien d'accord que quand on a notamment par exemple des allergies alimentaires, qui lorsque l'on va manger un aliment est susceptible de nous faire mourir sur le coup, on est d'accord que généralement il n'y a pas vraiment de problème avec ces aliments-là. Je pense qu'on est une majorité à se dire que on préfère finalement ne pas du tout manger cet aliment-là, plutôt que de mourir. Donc, c'est généralement pas les aliments qui vont nous poser problème d'un point de vue compulsion, d'un point de vue frustration. C'est souvent des aliments un peu plus flexibles, tu vois, dans la consommation, où on peut limiter la consommation, on se dit que c'est interdit, alors qu'en fait, il faudrait juste limiter. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a des aliments qui vont vraiment poser aucun problème et d'autres avec lesquels ça va être un peu plus compliqué et c'est justement dans ce genre de situation qu'il va falloir trouver un peu plus de flexibilité. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je te parlais du cercle vicieux qui s'instaure quand on met en place des restrictions, je t'avais aussi fait une vidéo sur le sujet qui te montrait vraiment les différentes étapes de la restriction. Et finalement, c'est quand même un peu valable pour tout ce qui est restriction alimentaire médicale. Donc, pareil, je vais te mettre le lien en description si jamais ça t'intéresse. Tu pourras prendre le temps de l'écouter. Et mon troisième conseil, ça va être de rester quand même à l'écoute de ton corps le plus possible. Et ça, c'est ultra important. Parce que parfois, ton corps, il a vraiment besoin d'un truc que tu essayes de lui interdire. Donc si jamais tu ressens une envie forte
est récurrente, pose-toi quand même la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je peux faire un petit compromis finalement pour essayer d'apaiser un petit peu cette envie sans non plus tout envoyer valser? Pour être totalement transparente avec toi, je sais que en ce moment, par exemple, les aliments sur lesquels j'ai des obsessions, c'est le jambon cru, le tarama et la pastèque. Bon, la pastèque, tu me diras, là, c'est l'histoire de quelques semaines. Quand les beaux jours vont arriver et que la pastèque va revenir, finalement, j'ai le droit d'en manger. Donc là, c'est juste une histoire de saison. Donc je prends mon mal en patience, mais je sais que dès qu'il va y avoir de la pastèque, je pense que je vais tourner mes repas autour que de la pastèque. Le jambon cru et le tarama, ça pour le coup, là, c'est plus une histoire de restriction d'un point de vue grossesse. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, vu que là, ça fait déjà plusieurs fois que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne, je suis déjà en train d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue compromis pour le jour où vraiment je sentirai que là c'est trop en fait. J'ai déjà commencé à en parler à mon conjoint qui a beaucoup de mal à concevoir cette idée. J'ai commencé à en parler un petit peu à la sage-femme. Je pense en parler très régulièrement pour aussi avoir l'aval, pour que notamment mon conjoint entende l'aval du professionnel de santé. Même si en plus je suis une professionnelle de santé, ce truc est un petit peu aberrant, mais bon c'est pas grave. Je pars du principe qu'il peut pas me faire totalement confiance parce qu'il me connaît et qu'il sait que je suis assez têtue et que quand ma justicière prend un petit peu le dessus, j'ai pas forcément les idées éclairées à ce moment-là comme n'importe quel être humain. Et donc le jambon cru, par exemple le tarama c'est un peu plus touchy, le jambon cru, je sais que je vais forcément en manger avant la fin de ma grossesse. J'ai déjà prévenu mon conjoint. Le compromis que je me dis c'est je prends pas le jambon cru au traiteur, rayon traiteur tranché, je vais prendre du jambon cru industriel, sous vide, qui puisse, voilà, que ça puisse être un petit compromis, sachant que j'ai déjà énormément de personnes autour de moi qui m'ont dit qu'il y avait très peu de chances que ça puisse poser un vrai problème, mais le risque zéro n'existe pas. Donc j'attends. Pour le moment, pas de souci, mais tu me diras, je ne suis pas encore à la fin de la grossesse. Mais voilà, en tout cas, je suis en train de regarder quelles peuvent être les alternatives, quels peuvent être les compromis. Pour donner un autre exemple, je sais que quand j'ai appris que j'étais enceinte, le premier truc auquel j'ai pensé, c'était les sushis. Je me suis dit mince, surtout qu'en plus, la veille, j'aurais voulu manger Jap. Et on l'a pas fait faute de budget. Et je me suis dit mince, là du coup, c'est foutu maintenant. Et du coup, j'étais tellement frustrée à ce moment-là, ça m'a tellement pris d'angoisse que j'ai réussi à négocier avec mon mari en lui disant bah ok, là, on est de sortie, on passe devant un resto Jap. Vraiment, je vais prendre un petit truc de sushi. Donc je me souviens, je crois que j'avais pris en vrai, j'ai pris 6 makis au saumon cru en disant bah voilà, c'est juste histoire de leur dire au revoir, j'abuse pas non plus, c'est juste pour avoir le goût, dire au revoir au sushi et puis voilà, on part du principe en plus de ça que imaginons j'aurais fait le test le lendemain, je n'aurais jamais su que que je n'aurais pas pu manger de sushi aujourd'hui. Donc, on a fait ce petit compromis-là. Mais je sais que c'est très très compliqué de faire entendre à la personne qui partage notre vie ou à d'autres professionnels de santé ce que ça engendre en fait, ces restrictions alimentaires médicales, quand on a déjà de base une connaissance sur le comportement alimentaire, sur les besoins du corps et qu'on a déjà eu des TCA auparavant. Pour donner un autre exemple sur ma réflexion aussi sur tout le sujet par rapport notamment à un éventuel diabète gesta. Vraiment, si j'en fais un, je pense que je me le serais provoqué moi-même. Hein. Mais en tout cas, voilà, ma réflexion commence à évoluer et je suis en train de me dire, ok, donc là, après en avoir beaucoup discuté aussi avec mon mari, d'avoir beaucoup réfléchi sur le sujet, d'avoir pris aussi un peu de recul, je me dis, bon, il n'y a pas que moi là qui suis concernée, il y a aussi le bébé, ça peut avoir un impact sur le bébé, chose que j'ai pas forcément conscientisée sur le départ, hein, parce que oui, ouais, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais au début j'ai vraiment pensé qu'à moi. Et du coup je me suis dit, bon, ce qui est bien c'est de pouvoir savoir, au moins pour le bébé, si j'en fais pour que tout ce qui peut être finalement mis en place pour lui le préserver, soit mis en place. Donc je me suis dit déjà, bon, je suis pas forcément ok avec le fait de boire la solution, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Donc je vais essayer de trouver avec ma sage-femme une autre alternative pour vérifier si en effet je fais du diabète gesta. Que ça engendre de faire des piqûres ou pas, bah peu importe, même si je suis pas fan des piqûres, je préfère cette option-là. D'un point de vue purement là, regard de professionnel de santé en étant objectif. Et du coup,
je me dis: «OK, maintenant si jamais on voit que je fais du diabète gesta, quelles sont les solutions avec lesquelles je suis OK ou pas OK?» Je suis OK sur le fait qu'on puisse éventuellement me dire: «Bon, ben, il va falloir être, vigilante sur tel ou tel type d'aliment». Par contre, je sais déjà que, bon, en vrai de vrai, je pars du principe que là, j'ai un comportement alimentaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc je peux pas régler déjà les différents trucs qui pourraient être à régler si jamais je partais de zéro dans mon comportement alimentaire. Donc j'estime que je fais déjà du mieux possible. Mais c'est vrai que si jamais je fais du diabète gesta et que je dois être un peu plus vigilante, je peux être encore un poil plus vigilante sur certaines choses, notamment en trouvant un compromis, en me disant: «OK, là, est-ce que j'en ai vraiment envie maintenant? Est-ce que je peux éventuellement le manger plus tard?» Ça, je suis OK pour le faire. Par contre, je suis pas du tout OK pour qu'on m'interdise de manger quoi que ce soit. Je pars du principe que là, ça serait la step de trop pour moi. Donc ça, c'est un de mes compromis. Je suis pas non plus OK pour qu'on soit vigilant sur mon poids. Donc ça, c'est pareil, une step que je vais devoir mettre. On va dire que ça, c'est les conditions pour que je fasse le test. Donc c'est déjà ce que je vais mettre en place avec les professionnels de santé pour que justement derrière, bah, je puisse leur dire: OK, pas de souci pour faire le test. On va essayer de trouver une alternative pour que ça puisse me convenir et je ferai le test que si ces critères-là, vous me promettez de les respecter. Sachant que de mon côté, je vais faire du mieux possible, mais que j'ai pas non plus envie d'aggraver encore plus la situation. Donc pour le moment, voilà où en est ma réflexion. Je dis pas qu'elle va pas évoluer là dans les prochaines semaines encore, mais aujourd'hui, j'en suis là et je trouve qu'on a quand même vachement progressé par rapport à la justicière de départ qui préférait être dans le déni total. Tout ce que je veux te dire en fait là dans cet épisode, c'est que le but, c'est pas la perfection, c'est juste d'être en paix, de rester aligné finalement entre ce que ton corps a besoin, ce que ton corps a envie et ta santé. Ce que ton corps va te dire de manière un peu plus générale cette fois-ci par rapport à son état de santé. Je te conseille vraiment pas de suivre un plan alimentaire parfait au millimètre près. Par contre, le but, c'est de trouver un équilibre qui respecte ton corps, ton bien-être et ton mental. Et ça, c'est tout à fait possible, même si parfois, bah, ça peut être le chaos dans ta tête. Mais dis-toi que ça, c'est temporaire et avec le recul, tu vas pouvoir réussir justement à mettre tout ça en place. Le plus important, c'est d'être douce avec toi-même. Même si à un moment donné, tu vois que ça dérape, bah c'est pas grave, ok? Ça arrive. Et ça fait pas forcément de toi quelqu'un qui a échoué. D'accord? Donc fais preuve de bienveillance envers toi-même. Rappelle-toi que chaque situation est une expérience. Et si elle se passe pas comme prévu, cette expérience, tu peux tout simplement réajuster ta manière de faire, ta manière de procéder pour la fois suivante. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé à dédramatiser un petit peu toute cette histoire-là de restriction alimentaire, même si je sais que c'est pas évident quand on est face à un professionnel de santé, mais je pense que c'est bien de réussir à avoir suffisamment de recul sur le sujet pour pouvoir être en capacité émotionnellement parlant, que la justicière ne prenne pas trop de place et qu'on puisse être en capacité de pouvoir essayer de trouver avec le médecin des alternatives, de lui expliquer le pourquoi du comment, est-ce qu'il y a besoin de trouver ces alternatives-là, parce que les professionnels de santé ne sont pas, pour la plupart, sensibilisés à ce genre de problématiques. Eux, ils ont leur protocole et ils restent focus sur leur protocole. C'est pour ça que c'est bien de leur faire aussi ouvrir le champ des possibles. Donc respire, relâche un peu la pression et prends les choses une étape après l'autre. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une petite note, un avis éventuellement si tu es sur Apple Podcast. Ça me ferait super plaisir. Ça va aussi aider le podcast à se faire un peu plus connaître. En attendant qu'on se revoie dans un prochain épisode, je te souhaite de prendre soin de toi et puis on se retrouve très bientôt. Salut!